Bonjour à tous. Je me présente, je suis Angèle Marchand, membre du CA du RSSP. Et je vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire sur le vécu de la sexualité par les travailleuses du sexe, présenté par Pauline Duret, qui est médecin sexologue. On va lui laisser Bonjour. présenter, pardon, je vais te laisser présenter du coup ton travail et après on aura un petit temps de questions, si tu es d'accord. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci au RSSP de m'inviter pour présenter ce travail qui s'est avéré être en fait mon mémoire de fin d'études DU de sexologie et de médecine sexuelle que j'ai terminé cette année. Voilà, donc pour me présenter, merci Angèle, je suis donc Pauline Duret, je suis médecin généraliste à la base, sexologue depuis peu. Je travaille au planning familial MFPF Association à Nantes. Et en fait d'ailleurs ce sujet il est émergé d'une consultation qui a eu lieu donc au planning familial, qui était une travailleuse du sexe qui était venue consulter pour un motif de santé sexuelle et qui m'a sollicité sur une question de sexologie. Et puis je me suis assez naturellement donc posé la question de l'impact de son travail sur sa sexualité. Une question qui paraissait bien anodine et en fait pas tant. Et c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Une question qui s'est avérée beaucoup plus complexe. Donc ce mémoire, il s'intitule exactement Étude qualitative sur le vécu de la sexualité par les travailleurs et travailleuses du sexe entre mythe et réalité. Il a été dirigé par Émilie Moreau et Samantha Vigne. Dans un premier temps, je vais vous dépeindre le tableau un peu de la littérature scientifique en matière de sexualité des travailleurs et des travailleuses du sexe, en passant par un point terminologique, un petit moment de contextualisation sociétale et politique. En fait, vous retracez un petit peu le chemin que j'ai dû faire au préalable pour comprendre certains enjeux dans cette recherche. Ce sujet, il met particulièrement en avant le fait que les politiques de santé, elles peuvent avoir un impact enfin, les politiques de santé publique, elles peuvent avoir un impact sur la santé, vous le verrez. Dans un deuxième temps, du coup, je vous exposerai mon travail de recherche, qui est donc une étude qualitative, une réalisation d'entretiens semi-dirigés avec des travailleurs et des travailleuses du sexe de profils relativement différents et avec lesquels nous avons abordé leur sexualité sur des angles différents, des angles variés. Et je terminerai après pour une mise en perspective sur la pratique clinique en fait et proposer des axes de conduite possibles dans lors d'entretien avec des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc pour commencer, donc voilà le plan que je viens de vous exposer. Donc, pour commencer par un petit point terminologique, vous voyez que depuis le début, je parle de travailleurs et travailleuses du sexe. D'ailleurs, je vais raccourcir par TDS, l'acronyme, et que j'utilise pas un autre mot qui vient un petit peu assez facilement à l'esprit, c'est le terme de prostitution. Bon, on va quand même être d'accord sur le fait que le terme prostitution, c'est quand même un terme assez chargé, notamment sur le plan moral. Et donc, je viens un peu expliquer l'utilisation de ce terme pour cette recherche. Pour commencer, en fait, il y a l'ethnologue Paola Tabet, qui est italienne, qui avait, dans les années 80, développé le terme d'échange économico-sexuel. Ce qui est intéressant avec ce terme-là, en fait, c'est que ça montre bien qu'il y a une sorte de continuum, en fait, avec d'un côté le mariage et à l'autre posé la prostitution. Et il vient montrer à quel point ça peut être difficile parfois de tracer des frontières entre mariage et prostitution dans les rapports hétérosexuels. Par exemple, on va parler de cadeau ou alors du devoir conjugal pour le service sexuel ou encore la notion d'avoir un bon parti. Et on voit à quel point vont se mélanger en fait sexualité et finance. Ce qui vient questionner en fait les limites et montrer aussi à quel point c'est difficile de délimiter aussi les contours de la prostitution. Un peu plus tard, c'est Gail Peterson qui a fait un ouvrage qui s'appelle Le stigmate de la putain, qui va rajouter, quant à elle, la notion en fait de stigmatisation. Elle va montrer à quel point en fait la définition de prostituée, ça vient aussi de la désignation sociale. En fait, le fait de dire que demander de l'argent pour un service un service sexuel qui normalement est gratuit dans le mariage, eh ben, c'est particulièrement transgressif. Et c'est ça en fait qui va faire la transgression qui va faire le stigmate et donc le terme de prostituée. Terme de prostituée putain qu'elle utilise, qui va même aussi aller couler un peu sur les autres femmes, toutes celles qui vont avoir en fait une sexualité transgressive, voire même parler de la sexualité des femmes en général, hein, de manière négative.
Donc, c'est là, à partir de ces postulats, qu'apparaît le terme de travail du sexe. C'est Carol Lee qui, dans les années 70, a développé donc le terme de sex work. Carol Lee, c'est aussi une travailleuse du sexe. Elle souhaitait sortir un peu de l'aspect stigmatisant du terme prostitution pour parler plus en fait d'une activité sex work que d'un état prostitué. En France, la sexologie, elle est quand même souvent envisagée sous l'angle médical et normatif. Et dans les pays anglo-saxons, la recherche fondamentale en sexualité, elle a un peu plus de place, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Giamy. Et cette étude, donc dans cette étude, je souhaitais suivre un petit peu ces pratiques anglo-saxonnes d'utiliser le terme de sex work, travail du sexe, qui est donc moins chargé, moins stigmatisant et moins marqué, notamment par la rhétorique de la coercition. Parce que l'autre élément qu'on va découvrir rapidement en faisant l'état des lieux de la littérature sur le travail du sexe sur le plan scientifique, c'est en fait qu'il y a vraiment une scission du monde scientifique en deux parties et qui sont souvent contradictoires. D'un côté, on va avoir des personnes qui vont parler de la prostitution vraiment comme euh, une violence par essence en fait sur la sexualité des femmes qui va avoir un impact sévère et très négatif sur la sexualité. Et puis de l'autre côté, les gens qui vont parler de travail du sexe, un peu comme une activité qui va être très diversifiée et qui peut avoir des impacts très différents et beaucoup plus complexes. Et puis on sait, enfin je pense que vous devez pas être sans savoir que c'est aussi une question qui divise pas que le monde scientifique, mais aussi les féministes, le monde féministe et les différents courants féministes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer par un petit cadre légal aussi sur le travail du sexe, parce que le travail du sexe dans le monde entier, il est hautement réglementé. Et ça varie en fonction des pays. Il y a plusieurs courants qui existent. Le premier, c'est le prohibitionnisme, en fait, hein, qui vise à éradiquer la prostitution en pénalisant les prostituées, en criminalisant leur activité. Le deuxième courant, c'est l'abolitionnisme. C'est le même objectif, hein, éradiquer la prostitution, mais on va voir les prostituées comme des victimes et criminaliser plutôt les clients. Le réglementarisme, l'exercice de la prostitution y est réglementé comme une activité un peu spécifique. On va notamment penser à ce qui se passe aux Pays-Bas. Et enfin, la décriminalisation. Le travail y est vu comme un métier à part entière et donc régi par les lois enfin, le droit du travail. Ce statut, il existe actuellement que en Nouvelle-Zélande. Actuellement, la France, elle se positionne comme un pays abolitionniste. Alors, historiquement, notamment depuis la loi Marthe-Richard, avec l'interdiction des maisons closes, hein, d'ailleurs, qui vient d'être remise question qui vient d'être encore remise au goût du jour par l'extrême droite. C'était rigolo. Mais qui a été renforcée surtout en 2016 par une loi qui visait à pénaliser les clients et qui a rendu l'activité encore plus compliquée et encore moins visible dans la rue. Donc actuellement, en fait, en France, il n'est pas interdit de pratiquer le travail du sexe, mais d'en acheter les services, donc comme je viens de le dire, oui, ou encore d'en promouvoir l'activité, et c'est autrement ce qu'on appelle le proxénétisme. Donc, le proxénétisme, en France, la définition, elle est très large, parce que comme vous pouvez le voir, ça recouvre à la fois le fait de promouvoir ou de bénéficier des revenus de la prostitution. Donc, par extension, il est interdit de louer un logement à une travailleuse du sexe, d'en assurer sa sécurité ou bien même encore d'être son conjoint. Alors que, bon, on peut imaginer, quand on pense proxénétisme, on pense beaucoup plus à des situations d'exploitation ou de violence. Mais en fait, dans la loi, c'est pas par la contrainte ou la violence que ce terme est défini, mais bien par l'aspect financier. Donc, on peut entrevoir que ça peut avoir des impacts sur la santé et sur la qualité de vie, la loi, hein. Plusieurs études d'ailleurs, et dont une grande méta-analyse, ont montré que le travail du sexe, plus il est criminalisé, plus la santé des travailleuses du sexe des TDS va se dégrader, avec une augmentation des violences qui sont faites autant par les clients que par les partenaires, une augmentation des IST, des infections à VIH, une réduction des stratégies d'entraide et de réduction des risques. Et c'est aussi ce qui semble être le cas en France, puisque depuis la loi de 2016, il y a une grande étude qui a été faite par Médecins du Monde et soutenue par d'autres associations communautaires, qui avait fait une grande campagne d'entretien avec des travailleurs et travailleuses du sexe qui avaient retrouvé les mêmes résultats.
Donc le mouvement abolitionniste, pour en parler un petit peu plus, ça a à la base un courant religieux qui est devenu laïque et qui oriente actuellement les lois et les décisions de l'État en France en matière de prostitution. Il est représenté par des associations qui sont assez puissantes en France et qui ont beaucoup de pouvoir au niveau notamment de l'État, qui sont les associations de l'Amicale du Nid, le Mouvement du Nid ou encore la Fondation CEL. Ils ont donc, j'en ai parlé tout à l'heure, tendance à définir la prostitution de manière univoque, hein, comme une violence faite aux femmes par essence. C'est un mouvement qui désigne d'ailleurs pas, qui parle pas de travailleurs ou travailleuses du sexe, mais qui parle de personnes en situation de prostitution. On va encore entendre des termes de survivantes ou de victimes du système prostitutionnel ou du système prostitueur. C'est un langage qui est quand même souvent sensationnaliste, qui va utiliser des termes comme exploitation sexuelle, traite d'êtres humains, esclavage, viol, et on va pas du tout entendre parler ni de travail du sexe, ni de relations sexuelles tarifées. Sur le plan scientifique, c'est Mélissa Farley qui est une bonne représentante du mouvement abolitionniste à l'international et qui a rédigé de nombreux articles où elle va dépeindre des effets tragiques de la prostitution sur la santé. Bon, faut quand même souligner que ces écrits, ils ont été maintes fois critiqués, notamment pour leur méthode, notamment pour leur méthode de recrutement au niveau de travailleurs et travailleuses du sexe dans des lieux destinés comme aux personnes très précaires. Et puis, sa méthodologie a même été sanctionnée devant un tribunal canadien pour pour leur partialité. Donc, quand on fait des recherches sur les impacts du travail du sexe sur la santé des TDS, ben, on va retrouver un grand nombre d'articles, comme dont je vous parlais, qui vont parler de l'omniprésence de la violence, que ce soit avant la pratique du travail du sexe ou pendant le travail du sexe, qui vont entraîner des dommages irréversibles sur les personnes et sur leur sexualité. Notamment, on peut lire que l'inceste, en fait, ou les violences sexuelles dans l'enfance sont systématiques et sont un terreau nécessaire, en fait, pour pouvoir supporter l'horreur de la prostitution une fois l'âge adulte, quoi. Il y a la notion d'état de stress post-traumatique, elle est aussi beaucoup utilisée par le mouvement abolitionniste dans la littérature. On voit même un mouvement donc de psychiatrisation en quelque sorte des discours récents. En fait, l'idée, c'est qu'on va dire que les personnes, même quand elles disent qu'elles n'ont pas été victimes de violences sexuelles comme dans l'enfance ou victimes d'inceste, on va leur dire en fait que c'est en lien avec l'amnésie traumatique, en fait, qu'elles n'ont pas ce souvenir. Et on va les rendre en fait inconscientes de leur propre aliénation, quoi. Donc, utiliser cet argument de la dissociation et de l'amnésie des violences, ça vient discréditer aussi la parole des travailleurs et des travailleuses du sexe, ce qui est quand même assez violent en soi. Surtout qu'actuellement, en fait, c'est impossible de pouvoir chiffrer de manière fiable la victimisation d'une population dont les contours est hyper complexe à définir et qui est extrêmement hétérogène et qui est surtout très clandestine. Donc, en France, il y a un concept qui a été largement diffusé, et notamment via une thèse de médecine générale. C'est le principe de décorporalisation. Donc, la décorporalisation, ça dit que la prostitution, en fait, elle induirait des distorsions dans l'identification des problèmes de santé, et donc ça entraînerait des retards de recours aux soins. Ça ferait que la sexualité en fait des prostituées, elle est morcelée du fait de la répétition d'actes sexuels sans désir, sans envie, et ce qui entraînerait derrière une dissociation systématique lors des rapports sexuels, voire même avec une anesthésie de la douleur. Elle utilise même un terme qui est assez difficile à lire, qui est le terme de traumatophilie, où même elle dit que les prostituées iraient volontairement répéter des actes de douleur, douloureux ou désagréables. Donc bon, effectivement, quand on lit des choses comme ça et qu'on voit que c'est aussi relayé, et notamment dans des écrits, par exemple, qu'on va trouver sous l'égide du ministère de la Santé ou du droit des femmes, bah, on va se dire c'est peut-être intéressant d'aller vérifier quand même cette hypothèse, quoi. Il faut savoir aussi qu'en parallèle du mouvement abolitionniste, il y a un autre mouvement qui s'est développé, celui plutôt défendant la décriminalisation et qui a notamment émergé, pas seulement, hein, mais surtout lors de la crise du VIH en France.
qui a pu permettre de donner de la voix au TDS avec d'autres associations comme AIDS pour développer l'approche en santé communautaire. En fait, l'idée, c'était de développer des savoirs qui sont issus des personnes concernées, des savoirs issus des communautés pour développer des stratégies de réduction des risques. Dans les suites, c'est créé, on voit le petit logo en haut à droite, le STRAS, donc le syndicat du travail sexuel, afin de mettre en valeur la parole des personnes concernées, puis de mettre en avant la notion de travail pour pouvoir promouvoir la décriminalisation et puis s'opposer au mouvement que je vous ai précédemment décrit, qui est le mouvement abolitionniste. On voit du coup là l'autre côté, l'autre point de vue dans cette scission du monde scientifique, hein, donc abolitionniste, décriminalisation, qu'on va retrouver quand on fait une recherche documentaire. On voit qu'il faut quand même rester un peu vigilant quand on va faire de la recherche en littérature sur ce thème, parce que on peut vite se retrouver enfin, il faut être très critique sur la méthodologie, essayer de repérer un peu les signes qui peuvent orienter vers l'un ou l'autre des points de vue, et puis faire attention donc aux méthodes utilisées, notamment, enfin, quand on fait des recherches rapides sur le travail du sexe, la prostitution sur Internet, on va très vite tomber sur des chiffres. Et des chiffres qui sont souvent dramatiques et assez sensationnalistes. Et en fait, il faut rester quand même très critique là-dessus parce que, bon, on l'a vu, le travail du sexe, c'est un monde très hétérogène avec des contours qui sont difficiles à délimiter. Bah, par exemple, quid de l'escorting ou alors de relations sexuelles qu'on va avoir pour pouvoir se loger ou alors pour rembourser une dette de migration ou alors des personnes qui vont faire une activité exclusive de travail du sexe, en faire une carrière et d'autres qui vont l'utiliser que de temps en temps pour pouvoir arrondir les fins de mois, d'autres personnes qui vont simplement vendre des articles de lingerie portés sur Internet, certains qui vont recruter sur des sites spécialisés avec une annonce, des photos faites par des photographes professionnels et d'autres qui vont recruter sur Snapchat. Enfin voilà, on a vraiment une grande hétérogénéité de profils et c'est difficile de chiffrer, bah, d'autant plus que cette population, elle est cachée, hein. La loi de pénalisation des clients et l'essor d'Internet font que cette clandestinité, elle s'est accrue avec le temps, quoi. Le recensement paraît globalement impossible. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est pas de dénier l'existence, hein, clairement, de la violence. Ça, c'est hyper important au sein du milieu du travail du sexe, ou même de glamouriser le travail du sexe, hein. Mais l'idée, c'est plutôt d'en saisir la complexité. Je vais éviter de parler de réseaux de traite, par exemple, parce que c'est difficile de faire la part des choses aussi entre ce qui peut être une activité du travail du sexe choisi et une activité imposée. Bah, d'ailleurs, plutôt que de parler de choix, ce qui est intéressant, c'est plutôt parler de degré d'exposition à l'exploitation sexuelle. Est-ce qu'on a vraiment le choix quand on est dans la précarité? Est-ce qu'on a vraiment le choix quand on est une personne trans dont le passing est pas extrêmement binaire et qu'on n'a pas accès au milieu du travail? Voilà, en fait, on peut être exposé à la stigmatisation en arrivant à choisir ce type d'activité par moment dans sa vie, sans forcément penser tout de suite à des réseaux de traite et d'esclavagisme sexuel. Donc, le point de vue qui a été choisi pour ce travail, c'était de reconnaître la diversité des expériences et des situations, et aussi de lutter contre l'injustice épistémique. Et donc l'injustice épistémique, en fait, c'est un concept qui met en lumière le fait que certaines populations, euh, comment dire, certains discours ont peu de crédibilité au niveau scientifique et qu'on manque aussi parfois d'éléments conceptuels pour penser certains vécus, certaines situations. Et on peut donc imaginer bah, que le monde du travail du sexe, il est particulièrement marqué par l'injustice épistémique, puisque c'est un monde assez caché, assez clandestin et très fantasmé, hein. D'où aussi mon titre entre mythe et réalité. J'avais donc envie de donner la parole aux personnes concernées, interroger directement les TDS sur leur vécu de la sexualité. J'ai choisi le terme vécu aussi parce que c'est un aspect très global qui renvoie à une expérience très intime de la personne, plutôt que des termes comme satisfaction, par exemple, qui renvoient plutôt à des échelles chiffrées ou, ou des choses un peu plus restreintes. Comme c'est un sujet qui est très peu étudié, l'idée d'avoir vraiment quelque chose de très large et de voir un petit peu ce qui en ressort spontanément, et puis de le confronter après avec la littérature en la matière.
Donc l'idée, c'est d'utiliser une méthode sociologique qui est la méthode de l'étude phénoménologique, la théorisation ancrée. En fait, le concept de la théorisation ancrée, c'est d'avancer en faisant des allers-retours entre le terrain et les questionnaires qu'on peut avoir, et en fait d'avancer au fur et à mesure et de modifier un peu la manière d'aborder les personnes entretenues en fonction de ce qu'on a déjà observé sur le terrain. Donc cette méthode, elle est notamment utilisée pour apporter des éléments de lecture à des choses, à des sujets qui sont complexes ou peu étudiés. Donc, en l'occurrence, ça semblait pas mal et assez opportun. Donc, et puis ça donne aussi une position d'expert en fait à la personne qui a entretenu en lui posant des questions sur son avis, sur son vécu, sur sa situation, ce qui était l'objectif aussi de cette étude. On va chercher plutôt en fait à comprendre qu'à expliquer, hein, plutôt à avoir de la complexité plutôt que des liens de causalité. Et ça demande une attitude surtout curieuse et critique de son point de vue. Donc, pour avancer, donc l'objectif principal, il était extrêmement large, c'était quel est le vécu de la sexualité des TDS, et l'idée c'est de voir les éléments émergents spontanément. Les objectifs secondaires, c'était de regarder est-ce qu'il y a des troubles de dysfonction sexuelle spécifiques, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre face à ça, quels sont les liens qui sont établis par les personnes entre leur sexualité personnelle et professionnelle, et quels sont leurs liens avec le système de soins. Les critères d'inclusion. Alors, un, fallait être majeur, parce que en fait, on ne peut pas être travailleur du sexe et mineur, c'est de la pédocriminalité, hein, c'est interdit. Ensuite, il fallait avoir pratiqué ou pratiqué actuellement des relations sexuelles tarifées avec contact physique, hein, donc pas être juste cam girl, enfin, pas être de manière exclusive cam girl ou téléphone rose ou porno audio. Il fallait avoir une bonne compréhension expression en langue française, c'était pour pouvoir voir vraiment toute la complexité des entretiens. Et ça a pu sans doute limiter un peu le recrutement. On y reviendra. Et aussi exercer majoritairement en France le travail du sexe. On l'a vu, les lois, elles jouent sur la santé, donc c'était important de garder ce cadre législatif français. Donc, le recrutement, il s'est fait par la diffusion d'une affichette que je vais vous exposer juste après, qui a été affichée, qui a été affichée directement dans les centres de santé sexuelle à Nantes, mais qui a aussi été envoyée dans d'autres centres de santé sexuelle de la France et notamment à toutes les associations de santé communautaire de TDS de France, et qui a aussi été diffusée via des réseaux sociaux professionnels et personnels. Donc, j'ai aussi essayé de me mettre en contact avec l'association abolitionniste Le Mouvement d'Uni, hein, qui à Nantes est assez présent et qui aide beaucoup les personnes prostituées qui souhaitent sortir de la prostitution. Mais j'ai eu une réponse du national qui a refusé de diffuser mon affichette du fait de l'utilisation des termes de sexualité et de travail du sexe. Donc en pratique, c'était un recrutement donc spontané sur la base du volontariat et on verra qu'il est critiquable pour ça, on y reviendra. Mais l'idée, c'est que comme la population choisie, elle était difficile d'accès, c'était important aussi de lui mettre, enfin voilà, de pouvoir lui proposer comment dire, de faire un recrutement de proche en proche, de se conseiller les uns les autres, de participer à mon étude. C'est une population qui a été déjà, on l'a vu avec l'étude de Judith Rincard, qui en fait était donc la médecin généraliste qui a parlé de décorporalisation, a été un peu trahi sur le plan scientifique, puisque Judith Trincard, elle avait fait son stage d'observation à l'association communautaire du Bus des femmes. Alors, autant vous dire que l'association, elle a été particulièrement choquée de voir ses conclusions après l'avoir eu en observation en stage, quoi. Donc, ça a fait du mal, mine de rien, et c'est pas facile. C'est encore plus difficile de recruter des travailleurs et des travailleuses du sexe pour les interroger sur leur vie et sur leur exercice. Donc la grille, voilà la fichette dont je vous parlais. Bon, ça reprend globalement ce que je viens de vous présenter. La grille d'entretien, la voici. Ça, c'est la dernière grille d'entretien que j'ai utilisée parce que, comme je vous disais, la grille d'entretien, elle a évolué un peu au fur et à mesure. Surtout, enfin, pas de manière majeure, mais surtout pour la première question, en fait, je me suis vite rendu compte que les gens, en fait, travail du sexe, c'était pas forcément un mot qui leur allait. Et donc, c'était aussi pour les questionner un petit peu sur qu'est-ce qu'ils ont envie d'utiliser comme mot pour parler d'eux-mêmes. Voilà. Donc, cette grille, elle a été relue par l'association Paloma, qui est une association communautaire de TDS à Nantes.
Le protocole a été validé par le comité d'éthique et de recherche en sexologie. Voilà, et donc la question d'ouverture, c'était comment considérez-vous votre vie sexuelle? Et après, on allait un petit peu plus dans le détail sur les différentes composantes et déterminants de la sexualité, que ce soit physique, psychologique, mentale, sociale, les difficultés rencontrées et éventuellement les solutions envisagées ou mises en œuvre. Les entretiens, ah oui, donc j'ai aussi considéré de potentiellement rémunérer les personnes pour essayer de réduire un petit peu le biais de recrutement. Bon, bah ça n'a pas été possible parce que j'avais pas de financement pour cette étude. Donc, mais ça a été demandé par le comité d'éthique et ça n'a pas pu être fait malheureusement. Donc, les prénoms, les entretiens ont été retranscrits et anonymisés avec un prénom qui a été choisi par la personne. Et puis aussi, une fois retranscrit et analysé sur un premier jet d'annotation, j'envoyais donc la retranscription aux personnes concernées pour voir si elles voulaient modifier des choses, retirer un passage. Alors, pas modifier ce qu'elles avaient dit, bien évidemment, mais retirer un passage, renforcer une anonymisation, contredire certaines annotations que j'avais pu faire, voire apporter un autre éclairage. Alors, ça a été un petit peu saisi, pas beaucoup, hein, mais j'ai eu quelques retours suite à à l'envoi de mes retranscriptions. Donc, les caractéristiques de l'échantillon, bah, on avait 6 entretiens semi-dirigés, 3 ont eu lieu en visio, 2 en présentiel et un par téléphone. La durée moyenne était d'1h20. Donc pas mal de volume à analyser. On avait des profils quand même relativement différents. Pour faire un petit peu un tableau très rapide, j'avais 3 femmes cis, une femme trans, une personne non binaire assignée femme à la naissance, un homme cis qui avait entre 25 et 44 ans. Une était mariée avec des enfants, d'autres étaient en couple ouvert ou polyamoureux. La particularité, c'est que j'avais pas de personnes non blanches. Voilà, ça c'est quand même aussi un biais sur la diversité des conditions d'exercice. Euh, les modalités d'exercice, bah, l'ancienneté, elle était de quelques mois à 5 ans. Elle pouvait être exclusive ou en parallèle d'une activité professionnelle à temps plein. Les personnes, elles avaient peu de problèmes de santé physique, mais 2 avaient des problèmes ou avaient eu des problèmes de santé mentale. Notamment 2 étaient diagnostiquées autistes et TDAH. Une d'entre elles souffrait d'endométriose et de séquelles sexologiques de violences qu'elle avait vécues dans l'adolescence. On y reviendra un petit peu plus tard. La plupart recrutaient sur Internet. L'une d'entre elles avait déjà recruté dans la rue par le passé. Et un fait très intéressant, et ça c'est probablement lié au recrutement de proche en proche, eh ben, 2 venaient de terminer des études de sexothérapie. Donc je vais pas détailler l'intégralité des résultats parce que bah, la méthode que j'ai utilisée, elle cherche à avoir beaucoup d'éléments et beaucoup de complexité, mais je vais essayer de vous faire ressortir les éléments principaux, notamment les plus marquants et puis les grandes lignes. Donc, ben, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on lit de la littérature, notamment abolitionniste, c'est la question de la violence, hein, qui serait omniprésente dans le travail du sexe. Et ben, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé au cours de mes entretiens. En fait, la coercition, la violence physique, la violence sexuelle, en fait, elles étaient beaucoup plus craintes que vécues. C'est un petit peu comme si le contrat en fait établi lors d'une rencontre sexuelle tarifée, le contrat entre le client et la travailleuse du sexe permettait en fait de protéger sa réalisation, de protéger le consentement. Il rendait même plus légitimes certaines exigences hein, que par exemple dans une sexualité avec des partenaires multiples. Euh, alors après la violence, enfin alors oui, j'ai mis quand même des verbatims en dessous, hein, vous pouvez voir lire en même temps, et je trouve que Léna elle résumait ça très bien, en fait en disant que finalement avoir une sexualité avec des partenaires multiples, c'était surtout ça qui amenait un risque de violence, et que c'était pas tant le travail du sexe en lui-même, et que même le travail du sexe pouvait être un endroit où poser des limites, bah, finalement c'était plus simple et plus légitime du fait de l'échange d'argent et que ça permettait même de prémunir d'un certain degré de violence et de faire preuve d'agentivité sur la rencontre sexuelle.
Par contre, les violences, elles peuvent exister, mais être d'autres manières un peu différentes, un peu moins évidentes, notamment des violences psychologiques ou des violences classistes avec des clients qui vont aller demander des pratiques qui sont initialement refusées, mais pour des sommes telles qu'en fait, bah, les TDS, elles sont un peu obligées, enfin, elles sont un peu obligées d'accepter, hein. Ça peut être aussi des violences qui sont liées à Internet, avec du cyberharcèlement, l'envoi de dick pics, donc des photos de sexe non sollicitées. Donc la violence, oui, enfin la violence, oui, mais sous quelle forme et pas forcément celle qu'on imagine. Donc ça, c'est un élément particulièrement intéressant qui ressortait de quasiment, enfin qui ressortait de tous les entretiens. Alors je tiens quand même à préciser qu'il y avait un autre élément intéressant en parallèle, c'est que chaque TDS tenait à isoler son expérience et à dire non mais moi c'est parce que j'ai de la chance, non mais moi c'est parce que je suis privilégié. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'on avait ce phénomène-là vraiment systématique dans tous les entretiens. Un autre élément marquant, c'était autour de la question des troubles sexuels potentiels. Donc, alors, on a eu, enfin, certains parlaient de troubles érectiles ou de douleurs passagères suite au travail du sexe, mais qui étaient finalement assez passagers et pas très, jamais chroniques et pas très embêtants pour eux. Par contre, ce qu'on trouvait, c'est qu'il n'y avait pas de dysfonction sexuelle spécifique et systématique dans l'altération de la sexualité qui était spécifique donc au travail du sexe. On voit que la notion de décorporalisation, elle est pas vraiment retrouvée. Alors, il y a Naomi qui parle à un moment de dissociation, mais elle exprime plutôt ça comme un mécanisme d'adaptation, en fait, pour faire face surtout à l'ennui de la relation sexuelle. Et puis il y a un autre cas qui est particulièrement intéressant, c'est donc celui d'Amélia qui souffre de dyspareunie dans sa sexualité depuis ses premiers rapports, qu'elle met sur le compte de l'endométriose et de violences sexuelles qu'elle a vécues à l'adolescence. Ces dyspareunies, elles disparaissent quand elle est en travail du sexe, que ce soit en réalisation de films porno ou quand elle est avec des clients. Donc là encore, c'est un peu contre-intuitif comme résultat, mais c'est particulièrement intéressant. Alors, il y a un endroit quand même où c'est intéressant de voir que ça peut être négatif le travail du sexe sur les dysfonctions et troubles sexuels. C'est notamment dans le cadre de l'addiction sexuelle. Donc, il faut faire quand même attention à certaines vulnérabilités sexuelles parce qu'en fait, là, dans ce cadre-là, le travail du sexe, il va venir en fait nourrir la problématique. Donc les autres grandes lignes que j'ai pu avoir lors de cette étude, je check l'heure en même temps, hop, c'est que le vécu de la sexualité, en fait, il est aussi varié que les profils des personnes. En fait, on a une grande hétérogénéité sur la place de la sexualité, le développement de la sexualité dans l'enfance, du fait de l'éducation à la sexualité, de violences potentiellement vécues ou pas. La place de la sexualité actuelle avec les partenaires. Voilà, enfin vraiment, on a une grande diversité. Et en fait, notamment, on va pas trouver, comme on peut lire dans certains articles abolitionnistes, de lien, enfin, d'antécédents systématiques de violences sexuelles dans l'enfance. Il y a même certaines qui disent avoir vécu un rapport très apaisé et très positif à la sexualité dès l'enfance, avec un accès à l'éducation sexuelle qui était a priori adéquate. J'ai essayé de pas partir du postulat qu'il y avait une scission nette entre sexualité privée et professionnelle et voir un petit peu comment ça se dessinait dans les entretiens. Et en fait, bah, effectivement, ça va être plus ou moins net en fonction des personnes. Certaines vont mettre en avant une éthique professionnelle, des frontières très claires, et puis d'autres pour lesquelles ça va être beaucoup plus flou, ou des, des sentiments peuvent rentrer en jeu, notamment avec des clients habitués. En fait, ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'il y a des interconnexions qui sont tellement nombreuses, fortes, et puis dans les deux sens, que c'est hyper compliqué de faire des liens de causalité entre sexualité et travail du sexe, en fait. Donc on va pouvoir le voir. Il y a des points positifs du travail du sexe sur la sexualité. Bah, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, hein, Amélia et ses dyspareunies. Puis certaines vont dire que c'est clairement une source de plaisir physique, un lieu de transgression en dehors un peu des enjeux des enjeux sentimentaux et amoureux. Ça va être un endroit où elles vont pouvoir retrouver de l'estime de soi. Ça va pouvoir permettre de rencontrer des personnes en dehors de leur cercle habituel, de tester de nouvelles pratiques. Enfin voilà, on peut avoir plein de choses qui ressortent. Et évidemment, il n'y a pas que des choses positives, il y a aussi des points négatifs. Euh, Surtout l'ennui ou la médiocrité hein, des rapports sexuels, mais il peut y avoir aussi, on l'a vu, des phénomènes de violence psychologique, classiste.
le dédain de certains clients qui vont les objectifier. En fait, le point principal, c'est surtout qu'on retrouve, c'est surtout le risque d'exacerbation en fait de vulnérabilités qui sont préexistantes, comme par exemple être d'une minorité d'orientation sexuelle, être d'une minorité de genre, ou encore avoir un handicap. En fait, le risque, il est de renforcer la précarité, de fétichiser les personnes, de les objectifier. Voilà, donc en fait, et c'est pas tant le travail du sexe qui semble être à l'origine en fait de cette exacerbation des vulnérabilités, mais plutôt en fait les conditions dans lesquelles le travail du sexe est réalisé, et puis aussi bah, les capacités personnelles des personnes de résiliation, pardon, de résilience ou de trouver des ressources internes. Alors, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est la stigmatisation. La stigmatisation, bah, elle peut être objective, et on le verra notamment par le système de soins, mais elle peut être aussi intériorisée. C'est-à-dire qu'en fait, cette stigmatisation, enfin, on peut le voir là dans l'extrait de Jérémy, hein, c'est vraiment d'avoir une très mauvaise image de soi parce que travailleur du sexe. D'ailleurs, il a été décrit ce qu'on appelle le stress minoritaire, en fait, hein, c'est le stress qui est lié au fait d'être issu d'une minorité de genre ou d'orientation sexuelle et qui va se manifester notamment par de la stigmatisation intériorisée. Donc, on peut, via ce parallèle, se poser la question de est-ce que être travailleur, travailleuse du sexe, en fait, c'est pas aussi une minorité sexuelle, notamment en voyant à quel point les personnes peuvent être touchées par la stigmatisation intériorisée. Stigmatisation intériorisée qui ça a été prouvé à autant d'impact négatif que la stigmatisation objective, hein, c'est-à-dire avec de la dépression, voire même parfois des états de stress post-traumatique. C'est donc intéressant de voir aussi qu'en tant que minorité sexuelle, eh ben, les personnes TDS, elles peuvent aussi se retourner le stigmate et on voit de plus en plus dans des podcasts ou dans les manifestations des affiches scandant fièrement le terme de pute ou de putain pour se réapproprier, se retourner le stigmate, comme on a pu le voir dans d'autres minorités sexuelles, notamment homosexuelles. Donc, sur le sujet de la stigmatisation, comme je le disais, il y a aussi un autre point très important, c'est celui de voir que le milieu de soins, il peut être particulièrement redouté par les personnes. Et c'est important de voir que on peut être stigmatisant et même renforcer des vulnérabilités. Il y a une étude de l'ISWA, donc European Sex Worker Alliance, qui est très intéressante, qui montre en fait le vécu des TDS dans les milieux de soins et qui montre les expériences négatives qu'elles ont pu rencontrer, comme par exemple des questions inappropriées, le conseil d'arrêter, la divulgation de l'identité par de multiples manières dans les équipes, en notant sur les dossiers. Donc en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que même nous, en tant que soignants en santé sexuelle, on peut être source d'exacerbation de vulnérabilité, source de stigmatisation. On peut être craint et c'est important aussi de reconnaître en fait l'importance, enfin, de reconnaître notre propre positionnement par rapport au travail du sexe et nos propres préjugés. Un dernier point qui est intéressant, et je le mets, c'est le fait de remettre en cause aussi le travail du sexe comme un lieu de décharge en fait du besoin masculin. En fait, on voit ça souvent aussi dans les écrits abolitionnistes, mais en fait dans les entretiens, on voit que ça peut être un lien même plutôt de relation de care, de relation de soins, voire même un espace de vulnérabilité en fait pour les hommes qui sortis de la pression du masculin, de la pression de la performance vont pouvoir être un petit peu en dehors des enjeux de séduction aussi, vont être un peu plus eux-mêmes, un peu plus vulnérables. Et voilà, je trouve que c'est intéressant particulièrement ce petit point-là, notamment pour faire le parallèle avec le fait d'être soignant sexologue. Donc, si vous voulez plus d'infos, teaser, n'hésitez pas, je peux vous envoyer mon document complet. Il y avait d'autres informations, notamment sur le rapport à l'identité des TDS, le rapport à l'intimité ou encore le rapport avec l'entourage. Donc bien évidemment, je ne me veux pas représentative de l'intégralité des TDS. L'objectif, c'était vraiment de voir ce qui émergeait pour ces 6 entretiens-là.
C'était bourré de biais et j'en ai bien conscience. Et notamment le premier, c'est celui du recrutement hein, sur la base du volontariat en langue française. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Un des autres points, c'était celui de le biais de désirabilité sociale. Bah, on sait que les personnes, elles vont être beaucoup plus enclines à parler des choses positives qui leur arrivent, et puis avoir peut-être même un discours un peu enjolivant leur situation pour pouvoir défendre leur communauté et défendre leur choix de vie. Un autre élément qui était limitant, c'était bah, le côté très très large de l'étude, mais c'était aussi un petit peu le but, hein, de voir un peu ce qui émergeait sur un sujet qui est très peu étudié. Et c'était intéressant de voir que certaines choses ressortaient assez spontanément. Donc l'objectif, c'était vraiment d'être exploratoire et pas du tout dans la enfin dans le, comment dire, dans l'explication, dans la recherche de liens de causalité. Je serais ravie qu'il y ait des gens qui fassent d'autres études avec des sujets un petit peu plus restreints sur un thème précis que j'avais abordé avec les personnes en entretien. Et puis évidemment, bah, le fait d'avoir fait des entretiens, d'avoir choisi des verbatims, la manière dont je posais les questions, tout ça, c'est des choses qui peuvent être des éléments qui sont des biais. Donc l'idée, c'était de reconnaître un point de vue situé. C'est quoi le point de vue situé? Ben, en fait, c'est de reconnaître que notre personne en tant que chercheur, chercheuse, avec nos croyances, nos histoires de vie, elles vont avoir une incidence sur l'étude, pas chercher à avoir un objectif absolu en fait d'objectivité, comme une espèce d'objectivité universelle qui serait en fait un peu illusoire, et de bien prendre en compte et d'être critique et réflexif en fait sur ce que peuvent avoir nos croyances et nos préjugés sur les résultats de l'étude. D'ailleurs, c'est souvent une position qui est taxée de militantisme, la notion de point de vue situé. Mais moi, je trouve ça particulièrement, enfin, on trouve ça particulièrement intéressant de la prendre en compte parce que ce soit dans le travail de soignant, dans le travail de l'aide sociale ou même dans la recherche, en fait, la position d'aidant, la position d'observateur, c'est une position déjà de dominant. Et donc, ça va avoir une incidence sur les résultats de l'étude. Moi, je reconnais donc mon positionnement qui est non abolitionniste, non directement concerné par le travail du sexe, ayant le désir d'une recherche participative avec les TDS et valorisant un savoir communautaire qui est déjà circulant, hein, même sans. Donc voilà, je vais pas faire de recommandations systématiques, mais plutôt quelques petites informations intéressantes, quelques petits points de réflexion. Je vois que le temps tourne. J'ai envie d'être même un peu provoque. Est-ce qu'on pourrait pas dire après tout ça que les TDS, c'est même des collègues de soignants, de sexologues ou de soignants en santé sexuelle? On pense évidemment bah, à l'accompagnement sexuel, hein. J'ai mis le logo de la PAS, l'association qui promeut l'accompagnement sexuel et notamment en formant des TDS. Euh, Bon, on a cette question de l'accompagnement sexuel qui est illégale hein, en France, hein, même si on a l'association qui essaye de faire bouger les choses. Mais là, la question elle se pose, c'est pour les personnes en situation de handicap. Mais qu'est-ce que le handicap? Est-ce que c'est que le handicap physique? Est-ce que c'est aussi l'autisme, le fait d'être aveugle? Est-ce que ça va concerner aussi des personnes qui sont extrêmement timides ou des personnes qui ont des dysfonctions sexuelles pour pouvoir avoir un cadre un peu plus souple en dehors des enjeux de séduction, en dehors des enjeux sentimentaux et pouvoir explorer des choses de manière un peu plus, comment dire, un peu plus sécurisée. Et puis surtout, attention à pas hiérarchiser le bon travail du sexe altruiste et souvent un peu moins bien rémunéré aussi qu'une prostitution qui serait une prostitution ignoble liée à des réseaux d'exploitation. Voilà. Il y a une question aussi que je me suis posée au cours de mon travail, c'est que si en aidant les TDS à faire leur travail, on est proxénète, est-ce que en tant que sexologue, si j'aide une TDS à faire son travail au mieux pour être au mieux en accord avec ses valeurs, ben, est-ce que moi je peux être taxée de proxénète? J'ai pas eu de réponse à cette question. Hein. Voilà. C'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce que finalement c'est pas être côtoyer finalement la sexualité des hommes qui est source de violence plutôt que le travail sexuel en soi. Et notamment, je pense par exemple à l'étude de ma collègue Swan Barg qui a fait une étude sur les comportements inappropriés dans les consultations de sexologie. Et on peut voir que ben, en fait on n'est pas à l'abri de ça et qu'à partir du moment en fait où on va aller côtoyer la sexualité, que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit dans un cadre récréatif, personnel, que ce soit dans le cadre du travail parce qu'on est TDS, eh ben ça peut se produire un peu partout. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà, ah oui. Du coup, c'était bah, surtout intéressant de voir que les différents vécus, différents vécus du travail du sexe, ça peut permettre de se questionner de manière beaucoup plus large, en fait, aussi sur la sexualité, sur nos codes, sur les jeux de séduction actuels, voir un peu comment les rapports sexuels, enfin l'entrée en rapport sexuel, les motifs, bah, ils peuvent être investis aussi de significations différentes pour les personnes et en fonction des contextes, en fait, se remettre un petit peu en question sur nos propres préjugés, quoi. Et puis une des attitudes qui est intéressante, du coup, c'est celle d'une vision intersectionnelle qui est défendue par Denise Medico avec son concept d'agentivité sexuelle. Morgane en parlait la dernière fois. C'est donc le pouvoir d'agir et d'adopter une posture de sujet dans les interactions à caractère sexuel. En fait, c'est un angle de vue qui nous permet plutôt que de pathologiser, bah, plutôt de valoriser les ressources internes et les compétences émotionnelles ou encore les résiliences de chacun et de chacune. J'ai d'ailleurs, si vous voulez, vous le transmettrai, créé une carte mentale qui reprend en fait les éléments de l'agentivité sexuelle de Denise Medico et qui permet, avec les éléments de mon étude, de ressortir un petit peu les éléments un peu plus spécifiques liés au travail du sexe qu'on peut imaginer. Voilà. Donc de manière en fait plus pragmatique, bah, en fait il y a déjà des recommandations qui ont été faites, hein, le SWA, notamment par rapport à notre activité de soignant en santé sexuelle, avait déjà émis des recommandations, comme par exemple bah, s'informer sur les réalités des travailleurs et travailleuses du sexe, se questionner, comme je le disais, sur ses propres représentations et préjugés. Ne pas présumer qu'un problème est lié au travail du sexe. Reconnaître aussi l'importance du lien communautaire, comme ça peut l'être pour d'autres minorités sexuelles. Respecter aussi la confidentialité de l'information. On l'a vu, ça peut être par exemple dans les dossiers médicaux partagés. Et puis on peut aussi se poser la question de manière plus globale, même en tant que soignant, de l'intérêt de repenser les lois actuelles, vu leur impact sur la santé des personnes. Donc pour conclure, eh ben, le vécu de la sexualité des TDS, eh ben, il est si varié que les profils et les histoires personnelles. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'impact négatif spécifique et systématique lié au travail du sexe. Et c'est plutôt intéressant de se poser la question des capacités de résilience de chacun, chacune et des conditions d'exercice. Je trouve qu'en fait, c'était particulièrement intéressant en tant que sexologue de faire des recherches sur la sexualité à travers le prisme, le filtre du travail du sexe, parce qu'en fait, ça montre l'importance de se questionner sur ses propres représentations et aussi d'envisager bah, toutes les différentes identités sexuelles et tous les différents vécus de l'intimité qu'on va pouvoir rencontrer en consultation. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de terminer là-dessus et de dire qu'en fait le travail du sexe, ça nous permet vraiment, en l'étudiant, d'avoir un autre regard sur des forces et des vulnérabilités sexuelles. Voilà. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pauline. On a quelqu'un qui aimerait bien recevoir en fait le document complet. Est-ce que tu Ouais. pourrais peut-être laisser ton adresse mail sur le chat? Tu veux que je Ah mette... oui, je peux le Ouais. réécrire sur le chat. Comme ça, les personnes peuvent t'envoyer un mail et peut-être te demander. Après, toi, Ouais. tu vas publier ou pas? Bah, j'aurais bien aimé, mais et je manque actuellement un petit peu de temps personnel. Hmm. Mais ouais, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, tout a été fait pour. Hmm. Super. Pauline. Et tu as des petits mots de remerciement aussi dans le chat, je te laisserai lire. Yes, merci beaucoup. Hop, Merci clac. beaucoup. Ah bah oui, puis à la fin de ton PowerPoint, tu l'as mis aussi. Ouais, super. Ouais, je l'ai remis à la fin du PowerPoint. Ouais, parce que comme ça, même ceux qui vont voir la rediffusion pourront aussi te demander le document entier. Trop bien. Carrément. Et vraiment, hein, moi j'encourage, enfin, je trouvais que c'était un travail super intéressant aussi de découvrir un peu tout ce monde aussi d'injustice scientifique en quelque sorte. Et je trouverais ça super s'il y avait d'autres gens d'études de sexo qui avaient envie de reprendre sur un sujet un petit peu plus spécifique. Moi je trouve que la question des clients, elle est ouf. Elle est, je pense, extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais et notamment les personnes qui ont fait des formations de sexothérapie, dans celles avec les personnes avec qui j'étais entretenue, m'ont dit questionner les clients, c'est à mon avis, ce serait hyper éclairant en tant que sexologue sur comment aborder justement bah, les vulnérabilités sexuelles et notamment chez les hommes.
Ouais, et pour avoir la population, ouais, peut-être en Ouais, découpage. ça demande un petit peu de travail de chimicien parce que même déjà pour parler à des travailleurs et travailleuses du sexe, c'était pas évident. Il a fallu quand même faire un petit travail d'approche et de mise en confiance et voilà, ça a été de se déplacer à des manifs, ça a été de prendre contact avec l'association communautaire Paloma qui fait un super travail, mais c'était hyper enrichissant autant sur le plan militant que sur le plan scientifique que sur le plan clinique. Ouais, puis c'est intéressant aussi que tu aies pu permettre des entretiens un peu de plusieurs manières, parce qu'au final, tu es quand même passé pas mal par la visio et le Hmm. téléphone pour pouvoir aussi accéder à Ah la... bah la visio, je pense que c'est indispensable au final parce que bah on se dit qu'on va peut-être passer à côté de certains trucs qu'on peut avoir dans le contact direct. En fait, la visio c'est quand même pas si mal. On a quand même le visage des personnes. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est sous-estimé, c'est quand même le téléphone, parce que le fait de pouvoir ou même la visio sans visuel, enfin juste vraiment d'avoir le vocal. Ça permet vraiment aussi aux personnes de garder leur anonymat et je pense que c'est une population qui est à la fois clandestine parce que c'est interdit, parce que c'est stigmatisé, mais aussi parce que c'est des gens à qui on a détourné les propos énormément et je pense que créer un climat de confiance, c'est vraiment le truc central, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. N'hésitez pas, même Alors, par mail, hein, si vous avez d'autres questions. il y a quelqu'un qui dit que si vous souhaitez créer un groupe de travail sur ces sujets, elle est partante. Elle est en formation CCF et sexo et se spécialise dans l'accompagnement des personnes racisées et queer. Ah ben, avec plaisir. Moi, j'en profite pour faire de la pub pour une meuf, PUM, une super asso pour les soignantes Ouais. et soignants. Je le note dans le chat. Donc, ça veut dire pour une meuf, ça veut dire pour une médecine engagée, unie et féministe. Et c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus aussi. Il y a plein de groupes de travail, de réflexion autour. Alors moi, je suis un peu plus engagée aussi en parallèle sur la question de la grossophobie médicale, mais voilà, aussi des biais racistes, classistes, validistes qu'on va trouver dans le soin. Donc j'encourage à aller voir ce que l'asso fait. C'est super. Ok, super, merci. Et cette année, c'est à Nantes en plus notre, Ah ouais, la notre, rencontre? ouais, la rencontre. Voilà, c'est pour ça. Ok. Super, merci beaucoup. Merci Angèle. Merci Est-ce à toutes et qu'il à tous. ouais, s'il y a d'autres questions, on a encore un petit peu de temps. 5 minutes, des cœurs. Non, t'as beaucoup de merci. Je te laisse regarder le chat. Ouais, j'en profite, je prends. Après, n'hésitez pas ouais, à m'envoyer un mail pour que je vous envoie le PowerPoint, il n'y a pas de souci. Et puis le mémoire complet. Je suis assez fière de mon travail de biblio parce que je pense que sur un sujet aussi tendancieux, on va dire, j'avais un peu peur qu'on m'attende au tournant et qu'on me reproche de ne pas avoir assez, comment dire, documenté toutes mes sources. Donc, j'ai fait enfin, je trouve que la biblio, elle est pas mal et pour toute personne, enfin, je me suis beaucoup basée sur des biblios qui étaient déjà faites par des associations et notamment par le STRAS, le syndicat du travail sexuel. Mais je pense que c'est des lectures qui sont hyper intéressantes quand on veut se questionner sur le travail du sexe et puis sur les minorités sexuelles en général. Il y a quelqu'un qui t'invite, Dominique Lefebvre, qui t'invite à venir vers l'assaut Gay Pride, qui est Grey très utile. Pride, j'imagine que c'est pour Grey l'agisme, Pride. la question de l'agisme dans le milieu. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Avec grand plaisir. Eh ben, j'ai speedé un peu, mais j'ai quand même réussi à Écoute, non, c'est très clair, merci. Il était bien fait ton. T'es très clair. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Mettez des cœurs hein, pour une meuf. Non, je fais de la pub pour ma paroisse. Vous êtes nombreux quand même dans cette Ah ben association. j'en connais une en bas là, avec son petit bébé.
Une infiltrée. Allez, je vais. Tac. Bon, on va te libérer alors. Et bien, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci Angèle, merci d'avoir animé ça sur ton Bah, merci. temps très chargé. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Allez, ouais, bonne Merci. journée. À bientôt.